Le 22 octobre 1963, au-dessus des paisibles terres agricoles du Wiltshire en Angleterre, un prototype d'avion désigné GASHG entama un test de décrochage de routine à 16 000 pieds d'altitude. Les pilotes cabrèrent le nez, laissèrent la vitesse chuter et attendirent le frémissement aérodynamique qui signalerait le décrochage. Mais il ne vint jamais. À la place, quelque chose se produisit qu'aucun ingénieur n'avait prédit. Le nez de l'appareil se leva, l'écoulement d'air au-dessus des ailes se décolla violemment et le sillage turbulent vint noyer l'empennage en T monté haut au-dessus du fuselage. Les gouvernes de profondeur devinrent inertes. Une commande à piqué maximale ne produisit aucun effet. L'avion se verrouilla dans une descente à plat, stable, à plus de 10 000 pieds par minute. 7 hommes, dont le pilote d'essai en chef et ancien détenteur du record mondial de vitesse Michael Lithgow, suivirent l'appareil dans sa chute sur Crat Hill. Il n'y eut aucun survivant. Le phénomène serait baptisé le décrochage profond. L'avion était le BAC-111, le pari audacieux de la Grande-Bretagne pour construire le premier avion de ligne à réaction court-courrier spécifiquement conçu au monde. Pendant des décennies après, la sagesse populaire nous énonçait une vérité simple au sujet de l'industrie aéronautique. L'Amérique construit les avions, la Grande-Bretagne construit les idées, puis perd. Le BAC-111 avait devancé Douglas sur le marché d'une année entière, décroché des commandes d'American Airlines elle-même et surpassé en vente tous les concurrents de sa catégorie au milieu des années 1960. L'avion était, selon tous les critères mesurables, celui qui prouva que le transport aérien court-courrier à réaction était commercialement viable. Puis Boeing débarqua, non pas avec un concept original, mais avec quelque chose de bien plus dangereux. Un fuselage plus large emprunté au 707, des moteurs déplacés sous les ailes et une philosophie de production créée pour l'échelle industrielle. Le Boeing 737 fut lancé en février 1965, fit son entrée en service en 1968 et devint l'avion commercial le plus vendu de l'histoire avec plus de 12 400 livraisons et ce n'est pas fini. Jusqu'à ce que la 320 vienne frapper à la porte. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Le BAC-111 avait 2 ans d'avance. Il avait des clients payants sur 3 continents. Il avait percé le marché américain, apparemment impénétrable. 244 appareils sur 2 décennies, ça aurait dû être les fondations d'une décennie, non pas juste une note de bas de page. Pourtant, aujourd'hui, presque personne en dehors des passionnés d'aviation ne se souvient de l'avion qui créa l'ensemble du marché du jet court-courrier. Alors comment l'avion qui change à tout finit-il par devenir le modèle de son propre remplacement ? Pour comprendre pourquoi le BAC-111 est important, il faut comprendre à quoi ressemblait le transport aérien sur courte distance à la fin des années 1950. L'aviation long courrier était déjà entrée dans l'ère du jet. Le Boeing 707 et le de Havilland Comet réduisaient les océans. Mais les liaisons régionales, les secteurs de 300 à 800 miles nautiques reliant les villes au sein des continents, restaient obstinément prisonnières de l'ère de l'hélice. Le Vickers Viscount, le Fokker F-27. C'étaient de bons appareils, fiables, économiques et désespérément lents. Les passagers qui avaient goûté au vol en jet sur les liaisons transatlantiques supportaient de plus en plus mal de monter à bord d'un turbopropulseur pour le court trajet de Londres à Paris. Les compagnies aériennes savaient que la demande existait pour un jet court-courrier, mais l'équation économique semblait impossible. Les jets consommaient plus de carburant. Les secteurs courts impliquaient davantage de décollage et d'atterrissage par jour, accélérant la fatigue de la cellule. Les temps de rotation devaient être impitoyablement rapides. L'appareil qui résoudrait cette équation s'emparerait d'un marché colossal. En juillet 1956, British European Airways publia un rapport appelant explicitement à une nouvelle génération d'avions régionaux à réaction. Hunting Aircraft répondit avec le H.107, un concept modeste pour un jet de 30 places doté de moteurs montés à l'arrière. Puis vint la fusion forcée. En 1960, le gouvernement britannique renforça son industrie aérospatiale fragmentée. Hunting, Vickers, Bristol et English Electric fusionnèrent pour former la British Aircraft Corporation. BAC fit l'héritage du concept H.107 et reconnut immédiatement que 30 sièges ne suffisaient pas.
L'entreprise le fit donc passer à 80 sièges, élargit le fuselage pour une configuration de 5 sièges de front, garda les 2 moteurs Rolls-Royce Spey montés à l'arrière, ainsi que l'élégant empennage en T, et lui attribua la désignation BAC 1-11. Le 9 mai 1961, British United Airways passa la commande de lancement pour 10 appareils. L'ère du jet court-courrier avait officiellement commencé. Le vol inaugural du 111, le 20 août 1963, devança le Douglas DC-9 dans les airs d'environ 18 mois. Après le crash dévastateur en décrochage profond en octobre et la refonte qui s'ensuivit, intégrant des systèmes de stick shaker et de stick pusher, l'appareil entra en service commercial avec BUA en avril 1965 sur des liaisons court-courriers européennes. Mais BAC ne se contentait pas du marché britannique. L'entreprise voulait l'Amérique. Ce qui se passa ensuite stupéfia l'establishment aéronautique américain. Le 17 juillet 1963, American Airlines, une puissante compagnie intérieure aux États-Unis, passa une commande ferme de 15 BAC 111 assortis de 15 options. Un avion britannique aux couleurs d'American Airlines sur des lignes intérieures américaines. Braniff International suivit. Le carnet de commandes dépassa les 200 millions de livres sterling, dont les 2 tiers de la production étaient destinés pour l'exportation. BAC nourrissait l'ambition d'atteindre 400 commandes. L'appareil était en train de démontrer quelque chose que l'ensemble de l'industrie avait besoin de voir. Les passagers paieraient pour la vitesse du jet sur des trajets courts. Les compagnies aériennes pouvaient en tirer des bénéfices. Le jet court-courrier n'était pas une expérience de luxe. C'était l'avenir de l'aviation régionale. Sauf que l'establishment américain contre-attaqua. Le Civil Aeronautics Board tenta de bloquer les commandes de Bonanza, de l'Original Frontier et d'Ozark Airlines, prétextant des politiques protectionnistes favorisant les constructeurs nationaux. Le message était clair. La Grande-Bretagne avait prouvé que le marché existait. Désormais, l'Amérique entendait se l'approprier. Voici la cruelle ironie qui est inscrite dans la conception du 111. La configuration même lui ayant permis d'arriver le premier sur le marché, les moteurs montés à l'arrière et l'empennage en T contenaient les germes de son obsolescence concurrentielle. Les moteurs montés à l'arrière créaient une cabine merveilleusement silencieuse. Les passagers adoraient cela. Les ailes restaient aérodynamiquement propres. Les ingénieurs adoraient cela. Mais la physique demandait un tribut impitoyable. Monter 2 turboréacteurs à double flux Rolls-Royce Spey sur le fuselage arrière nécessitait une structure de queue massivement renforcée. Cela signifiait du poids. Chaque kilogramme supplémentaire de renforcement structurel dans la queue, c'était un kilogramme qui ne pouvait être alloué aux passagers ou au carburant. La largeur du fuselage, contrainte par la ligne originelle du Hunting H.107, ne permettait qu'une disposition de 5 sièges de front dans une configuration 2-3. Puis, il y avait le problème du décrochage profond. BAC l'avait résolu avec des pousseurs de manche et des modifications du bord d'attaque des ailes, mais la vulnérabilité fondamentale demeurait. Chaque appareil à empennage en T nécessitait ces dispositifs de sécurité mécanique. Chaque dispositif rajoutait du poids, de la complexité et une charge de certification supplémentaire. Les moteurs Rolls-Royce Spey eux-mêmes présentaient des limitations. Dans des conditions de chaleur et d'altitude, le Spey 512 perdait dramatiquement de la poussée. Les moteurs concurrents Pratt & Whitney JT8D, propulsant les appareils américains, souffraient bien moins dans des conditions identiques. BAC tenta d'évoluer. Le Série 500 allongé, qui vola le 30 juin 1967, porta la capacité à 119 sièges. Le Série 475 mélangeait le fuselage plus court avec une aile plus grande pour les opérations sur terrain sommaire. Mais chaque variante n'était qu'une modification incrémentale de la même architecture fondamentale. Les moteurs arrière restaient, le fuselage étroit restait, l'empennage en T restait. Ce dont BAC avait besoin, c'était d'une reconception à partir d'une feuille blanche. Ce que BAC obtint, ce fut un concurrent qui avait observé très attentivement. Boeing débuta les travaux de conception préliminaire du 737 en mai 1964, une année entière après le premier vol du 111 et en plein cœur du triomphe commercial de BAC en Amérique. Le calendrier n'était pas une coïncidence. Boeing avait observé le 111 valider toute une catégorie de marché et décida de construire une version améliorée de celui-ci. Mais Boeing ne copia pas la conception du 111. Boeing étudia les compromis du 111.
La première décision, et la plus lourde de conséquences, concernait le fuselage. Plutôt que de concevoir un tube étroit sur mesure comme Bach l'avait fait, Boeing reprit la section transversale de la partie supérieure du fuselage directement des 707 et 727. Ce fut un acte de brutalité industrielle déguisé en efficacité d'ingénierie. Le fuselage plus large permettait une disposition de 6 sièges de front dans une configuration 3-3. D'emblée, le 737 pouvait transporter plus de passagers par vol que le 111 sur une route identique. Les compagnies aériennes y ont vu un revenu supérieur par départ. Les mathématiques étaient dévastatrices. La deuxième décision, cela concernait les moteurs. Boeing abandonna entièrement la configuration à moteur monté à l'arrière et plaça les turboréacteurs à double flux Pratt & Whitney JT8D sous les ailes. Ce seul changement fit disparaître 3 problèmes simultanément. Le décrochage profond disparut. Sans empennage hanté et sans nacelle de moteur arrière perturbant le flux d'air vers le stabilisateur horizontal, le 737 n'était exposé à aucun risque du phénomène qui avait tué Michael Lithgow et son équipage. Le poids structurel diminua. Sans la nécessité d'une section de queue renforcée pour supporter la masse des moteurs, Boeing fit une économie de centaines de kilogrammes pouvant être alloués au carburant ou aux passagers. La maintenance devint aussi plus simple. Les mécaniciens accédaient aux moteurs sous les ailes depuis le sol avec un équipement standard. Les moteurs montés à l'arrière, eux, nécessitaient des échafaudages, des plateformes spécialisées et considérablement plus d'heures de main-d'œuvre. Boeing réutilisa également de manière extensive des composants des 707 et 727, des systèmes de cockpit aux assemblages structurels, réduisant drastiquement le temps et le coût de développement. Le 737 fut officiellement lancé en février 1965, moins d'1 an après le début des travaux de conception. Lufthansa fit la commande de lancement. Lorsque le 737-100 entra en service en 1968, il transportait plus de passagers dans une cabine plus large, avec des moteurs plus performants, dans des conditions de chaleur, sur une cellule moins coûteuse à entretenir et exempte du risque de décrochage profond. Ce n'était pas simplement un concurrent du 111, c'était le modèle économique du 111 reconstruit de zéro avec chaque limitation supprimée. Le 111 n'est pas mort subitement, il s'est effacé. Et la manière dont il s'est effacé révèle tout sur la raison pour laquelle l'avantage du premier arrivant ne signifie rien sans la capacité à passer à l'échelle. Bach explora des variantes modernisées. La série 700, proposée, aurait constitué un allongement significatif. La série 800, propulsée par des moteurs CFM56 et accueillant environ 150 passagers, aurait pu maintenir l'appareil compétitif jusque dans les années 1990. Aucune des deux n'atteignit la production. En 1977, Bach fusionna avec Hawker Siddeley pour former British Aerospace, qui choisit finalement de rejoindre le consortium européen Airbus plutôt que de financer une nouvelle génération de développement du 111. L'accord de licence roumain de 1979 représenta une ultime tentative de prolonger la vie commerciale de l'appareil. L'accord prévoyait 22 cellules construites localement, avec des moteurs Rolls-Royce Spey fabriqués sous licence. L'usine Rombach en Roumanie n'acheva que 9 appareils avant que l'effondrement économique du bloc de l'Est ne mette fin au programme. Vers la fin des années 1980, les réglementations sur le bruit tuèrent effectivement le 111 sur les marchés occidentaux. Les moteurs Spey d'origine étaient des turboréacteurs à faible taux de dilution qui produisaient un bruit extraordinaire. Des kits d'insonorisation existaient, mais coûtaient plus que ce que valaient nombre de ces cellules vieillissantes. Les opérateurs européens et nord-américains retirèrent leur flotte en masse, vendant les appareils à des compagnies en Afrique et dans le monde en développement. Aux États-Unis, l'exode fut rapide. Aloha Airlines fit une exploitation brève des 111, mais les remplaça rapidement par des Boeing 737-200. À la fin de 1986, Allegheny, anciennement Mohawk, était le seul opérateur américain restant avec environ 20 appareils. Le jet, que les pilotes d'American Airlines avaient autrefois surnommé la revanche britannique, disparaissait silencieusement du continent qu'il avait conquis. L'ultime indignité, ou peut-être l'ultime honneur, survint le 6 mai 2019 lorsque Northrop Grumman retira le dernier Bach 111 opérationnel au monde. L'appareil avait servi de banc d'essai volant pour l'avionique du chasseur F-35, équipé d'un système d'avionique militaire qui était installé dans un nez modifié. 56 ans après son vol inaugural, la vie opérationnelle du 111 prit fin non pas avec un passager payant, mais avec un système radar militaire à son bord. Les chiffres racontent l'histoire stratégique avec une clarté brutale.
Le BAC 111 a produit 244 appareils au cours de 2 décennies de fabrication. La famille Boeing 737 en a livré plus de 12 400 et le compteur tourne encore. Mais la signification du 111 ne concerne pas le 111 et elle ne concerne pas vraiment Boeing. Il s'agit de ce qui se passe lorsqu'un pionnier valide un marché qu'il ne peut pas industrialiser à grande échelle. Voyez-vous, BAC a tout fait correctement durant la phase d'innovation. L'entreprise a identifié le vide entre les turbopropulseurs et les jets long courrier. Elle a conçu un appareil spécifiquement destiné au secteur court avec des rotations rapides. Elle a mis au point des solutions aux problèmes de décrochage profond qui ont amélioré la sécurité dans l'ensemble de l'industrie. Elle a percé sur le marché américain par la seule supériorité de son produit, surmontant l'hostilité réglementaire active du Civil Aeronautics Board. Ce que BAC n'a pas pu faire, c'est itérer à l'échelle industrielle. L'industrie aérospatiale britannique des années 1960, c'était un ensemble fragmenté d'entreprises récemment fusionnées partageant des installations à Hearn et Weybridge. Boeing était un colosse industriel verticalement intégré, disposant de lignes de production existantes, de chaînes d'approvisionnement existantes et d'un outillage de fuselage existant hérité des programmes 707 et 727. Lorsque Boeing a décidé de pénétrer le marché du court courrier, le coût de développement était considérablement inférieur parce qu'il ne partait pas de zéro. Il s'agissait d'adapter des composants éprouvés. Le fuselage plus large existait déjà. La philosophie d'intégration des moteurs existait déjà. L'infrastructure de fabrication existait déjà. BAC a dû inventer le marché et l'avion simultanément. Boeing n'a eu qu'à construire l'avion. Le marché était déjà validé. Ce schéma, le pionnier valide, l'acteur établi capture, se répète dans toutes les industries. Mais dans l'aviation, les conséquences sont d'une permanence unique. Les programmes aéronautiques durent des décennies. Une fois que les compagnies aériennes s'engagent sur le 737, leur infrastructure de maintenance, la formation de leurs pilotes et leur inventaire de pièces détachées se verrouillent tous dans cet écosystème. Les coûts de transition deviennent prohibitifs. La fenêtre d'opportunité du premier arrivant ne se ferme pas progressivement, mais totalement. L'industrie aéronautique a toujours mesuré le succès d'un programme d'avion en commande, livraison et taille de flotte. Selon ces critères, le BAC 111 fut un succès modeste, tandis que le Boeing 737 fut un phénomène. Mais le 737 n'a pas surgi du néant. Il a émergé de l'observation d'un avion britannique prouvant que le système aérien à court courrier était commercialement viable. Il a émergé de l'étude des limitations de moteurs montés à l'arrière et des empennages en T. Il a émergé de la prise de conscience qu'un fuselage plus large signifiait davantage de revenus par vol. Chaque décision de conception prise par Boeing sur le 737 fut éclairée par ce que le 111 avait démontré, mais aussi par ce qu'il avait raté. Le 111 a démocratisé le voyage en avion à réaction d'une manière qui a remodelé des sociétés entières. En Grande-Bretagne, il devint le cheval de bataille de la révolution des voyages organisés à forfait. Des millions de familles qui étaient issues de la classe ouvrière vécurent leurs premières vacances à l'étranger à bord d'un 111 bruyant, avec 5 sièges de front, volant vers les côtes méditerranéennes d'Espagne et de Grèce avec des compagnies comme Dan Air et British Caledonian. Dans le Pacifique Sud, Air Pacific utilisa le robuste Cirrus 475 pour apporter le service à réaction vers des destinations insulaires aux pistes courtes. En Amérique centrale, TACA introduisit un véritable service à réaction dans la région en utilisant des 111. Au Brésil, VASP et Transbrasil exploitèrent l'appareil durant leur transition des turbopropulseurs vers les réacteurs, où les passagers le surnommèrent affectueusement le Jatau. Ces contributions n'apparaissent pas dans le carnet de commandes de Boeing, mais elles apparaissent dans le marché dont dépend le carnet de commandes de Boeing. En 1963, 7 hommes périrent au-dessus du Wiltshire en prouvant qu'un avion à réaction court courrier pouvait fonctionner, que le décrochage profond pouvait être compris et vaincu, que le marché existait. Leur sacrifice produisit les systèmes de pousseurs de manche qui protègent aujourd'hui chaque avion à empennage en T en vol. Leur avion produisit la preuve commerciale dont Boeing avait besoin pour justifier le programme 737. 6 décennies plus tard, le 737 transporte quotidiennement plus de passagers que l'ensemble de la flotte de 111 n'en a transporté au cours de toute son existence. 244 appareils construits en 20 ans contre 12 400. Une note de bas de page en chiffres de production. Une fondation dans l'histoire de la concurrence. La question n'est pas de savoir si le BAC 111 a changé l'aviation.
c'est de savoir si l'industrie qui s'est construite sur ces plans est véritablement disposée à s'en souvenir.